Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro spécial consacré au débriefing d'Indian Wells. J'ai l'immense plaisir de décrypter ce Masters 1000 en compagnie du plus drôle, du plus fin tacticien, du meilleur coach mental belge. Philippe Dehaze est à mes côtés. Salut Phil, ça roule? Oui, ça roule, c'est un tout petit peu trop ça. Chaque fois t'en rajoutes un peu plus, vivement le prochain. Et il a tu mens bien quand même. Il a sorti sa plus belle couverture pour être sûr d'être bien à l'aise. On dirait un papy prêt à regarder les feux de l'amour. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, Phil, je vais quand même rappeler à nos auditeurs que nous avons enregistré un super podcast jeudi dernier avec un invité exceptionnellement visionnaire, Jean-René Lisnard, fondateur de l'Elite Tennis Center de Cannes et ex-entraîneur de Mira Andreeva, la vainqueur de ce tournoi WTA 1000 d'Indian Wells. Il nous parle dans ce podcast du parcours de cette jeune femme au sein de son académie et de l'avenir qui lui prédit. Et il est plutôt dans le mille quand on voit comment elle s'est adjugée le titre dimanche soir. Ce numéro est disponible uniquement pour les membres premium de Jeux C'était Podcast, mais vous pouvez bien entendu nous rejoindre. C'est moins cher qu'une bière spéciale par mois, 4,99€ ou 49,99€ par an, et je vous assure, ça permet de soutenir surtout ce média indépendant, Jeux C'était Podcast, pour qu'il continue à se développer au mieux. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà Phil, est-ce qu'on peut y aller? On y va. C'est parti. Et je te propose de commencer par parler du tableau masculin, où on a vécu pas mal de surprises, à commencer par le nom du vainqueur de cette édition 2025 d'Indian Wells, Jack Draper. Il a 23 ans, il mesure 1m93, 93 pour les auditeurs français. Il est gaucher et il est le deuxième Britannique après Cameron Norrie en 2021 à s'adjuger le titre dans le désert californien. Il fait aussi un sacré bond au classement mondial puisqu'il grimpe de la 14e à la 7e place mondiale devant Daniil Medvedev. Il devient le 5e Britannique à se faire une place dans le top 10 mondial après Greg Rusedski, Tim Henman, Andy Murray et Cameron Norrie. Jack Draper est aussi le premier gaucher à intégrer le top 10 à l'ATP en 2 ans, depuis que Rafael Nadal occupait la 9e place mondiale lors des semaines d'Indian Wells en 2023. Et dans une finale que personne n'avait prédit face à Holger Rune, Jack Draper a donné une véritable correction aux Danois, 6-2, 6-2. Rune, qui est passé complètement à côté de sa finale, pris à la gorge d'entrée par un Jack Draper foudroyant, précis, impérial au service, complètement dans la zone, comme on dit. Et pour une première finale en Masters 1000, quel sang-froid! Oui. Alors, il est pas, le nom claque pas, hein? Enfin, je trouve que si. Alors, le nom claque, mais je veux dire, il ne semble pas être très populaire. Ah oui, mais okay. Pour les amateurs de tennis, si tu retraces l'année passée, son année 2024, qu'est-ce qu'on ressort de son année 2024? Une demi-finale à l'US Open. Il commence l'année en faisant finale à Adélaïde. Il fait finale à Vienne aussi, dans un 500. Il fait finale à Stuttgart. Et il termine l'année 15 au monde. Donc, il est là. Il est extrêmement bon, pétri de talent, jeune, gaucher, avec toutes les spécificités que tu as dit. Donc, bien sûr, on va pas se mentir, c'est pas lui qu'on attendait, mais c'est pas non plus une énorme surprise de le voir confirmer, enfin, sur une grosse compétition après cette année 2024, qui a été exceptionnelle pour lui, où il échoue 3 fois en finale. Maintenant, voilà, il a réussi à briser le plafond de verre, et puis surtout un US Open qui était exceptionnel. Oui, et il a été, il faut le rappeler quand même, beaucoup blessé dans sa jeune carrière, et c'est pour ça qu'il n'était pas encore au top, mais c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un de très talentueux, ce Jack Draper, que je trouve un peu sosie de Raphaël Collignon, moi. Ah oui. Dans le style... Espérons que Raphaël Collignon soit le sosie tennistique de Draper. Oui, un peu fashion victime comme ça, parce qu'il a posé pour Vogue, Jack Draper. Tu vois, là, tu sors du cadre tennistique, Christelle, oui, mais... de nouveau. Hein, tu nous fais part de tes déviances. Il faut parfois pouvoir voir tout chez un joueur de tennis. Apprécier la plastique. Voilà, alors c'est son 3e titre en carrière à ce Jack Draper, et une des clés du match, c'est ce service de gaucher. T'as vu le kick qu'il parvient à mettre sur cette 2e balle de service? Rune était à la pêche pour retourner.
Oui, deuxième balle super performante et puis aussi son slice de gaucher évidemment qui lui permet d'ouvrir le terrain sur la première frappe, sur le service et puis derrière ça ouvre beaucoup de possibilités et quand on est capable de vraiment mettre autant d'effets et de vitesse dans la balle, ça ouvre beaucoup d'options. Pourquoi c'est si difficile de retourner un gaucher ? Alors c'est difficile côté avantage parce que la balle vient dans le revers et souvent le retour de revers c'est quand même un coup qui est très très difficile, plus spécifique et puis le gaucher arrive à trouver un angle assez court. Donc ça vient court, bas, dans le revers. Et donc pour ceux qui jouent au tennis, on sait que les balles basses et courtes dans le revers sont pas faciles à frapper, surtout quand on a un revers à deux mains. Oui. Un revers à une main, on peut encore, avec un slice, aller la chercher, la ramener un tout petit peu. Mais on n'est jamais vraiment dans une bonne situation après un retour sur première ou sur deuxième balle d'un gaucher quand la balle vient dans le revers. Donc il faut vraiment il faut s'appeler presque Djokovic, qui lui est vraiment un des meilleurs retourneurs au monde pour essayer de vraiment rentrer, parce que c'est qu'est-ce qu'on fait sur la deuxième frappe après le retour. C'est pas juste la retourner, ça suffit pas à ce niveau-là. Il faut bien la retourner. Donc c'est un vrai avantage effectivement. En fait, être gaucher, c'est une arme. Alors oui, demandez à... Enfin, je te vous vois maintenant. Vas-y, oh là là. Je sais qu'il est tôt, mais demande à Rafael Nadal si c'est un avantage d'être gaucher. Le gaucher, il va aller avec beaucoup de violence, beaucoup de force dans le revers de l'adversaire. Et souvent, le revers... Alors ça, c'est aussi un débat intéressant. On va prendre Djokovic, par exemple. Est-ce que Djokovic est meilleur en coup droit ou meilleur en revers ? Et lui, quand on lui pose la question... il va dire « je suis plus solide en revers, mais j'ai un meilleur coup droit ». Donc ça veut dire qu'en revers, il ne va pas rater, il va changer les directions, il peut y aller long de ligne, et en général, les joueurs, c'est comme ça. Mais avec le coup droit, il y a une main, on joue avec une main, revers deux mains, donc il y a plus de liberté, plus de vitesse, plus de capacité d'accélérer la raquette et donc d'accélérer la balle. Donc ils font, en général, les joueurs, plus de points gagnants avec le coup droit, parce qu'ils sont capables de frapper fort. Ils font plus de fautes aussi, donc ils sont moins solides, mais plus efficaces, ou enfin en tous les cas, ou capables de frapper plus fort. Et en revers, ils font moins de points gagnants, mais par contre, ils font moins de fautes. Et il expliquait, Jack Draper, qu'il était ambidextre et que en fait, son revers, il le faisait en appui avec sa main droite et que c'est pour ça qu'il était aussi efficace, comme Nadal pouvait le faire et que c'était une vraie force. Et pour lui, le revers s'apparentait à un coup droit en fait. Et je ne sais pas si tu as regardé et suivi les petits asques, les championnats du monde moins de 12. Tu as vu ce petit gars qui joue en coup droit des deux côtés et qui sert... Dingue. Alors je sais pas comment, j'ai oublié son nom maintenant, mais j'ai vu les vidéos passer. Tu as vu les vidéos ? Ça va être intéressant de voir parce que là, il a complètement ambidextre. Mais ça c'est irréel parce qu'il a aucun. En fait, il peut servir dans tous les coins, en tant que droitier, gaucher, kick, slice, pas de revers, donc frapper fort des deux côtés, trouver des angles des deux côtés. Je sais pas comment il va évoluer ce gamin, mais mais il changeait de main, quoi. Il changeait de main en fonction de ce qui lui arrivait. Mais imagine jouer quelqu'un qui a deux coups droits et deux bons coups droits. Dur, hein ? J'avais un copain comme ça étant jeune qui jouait tout à deux mains, à deux mains. Fabrice Santoro a fait 20 ans comme ça, le français. Et il a très très bien joué. Il y avait des filles à l'époque, Monica Seles par exemple, qui jouait tout à deux mains. C'est vrai. Je réfléchis s'il y en a d'autres. Tu peux pas quand même avoir la même précision. Tu peux avoir une plus grosse force de frappe. Je me souviens, le gars dont je te parle, c'était un énorme lifter, mais tu peux pas avoir la même précision avec des coups à deux mains comme ça des deux côtés, tes épaules complètement tournées. Non ? Mais Fabrice Santoro, quand tu vois là, c'était un tacticien hors pair, un génie absolu. Donc effectivement, il frappait pas très fort dans la balle, mais tu te souviens le nombre d'amortis qu'il faisait par match. Il avait une capacité à faire bouger son adversaire comme personne. Tu dois compenser avec autre chose. C'est sûr que tu peux pas. En plus, il était pas très très grand, Fabrice Santoro. Donc tu peux pas y aller avec la force et la puissance qu'ont les bourrins du circuit aujourd'hui, mais l'intelligence de jeu qui est un peu négligée aujourd'hui quand même. Quand on a deux mains, elle est indispensable. Bon, on s'égare, Phil. Donc, pour revenir à Jack Draper et clôturer sur cette magnifique victoire à Indian Wells, il a claqué 10 aces et il a fait 91% de points gagnés sur ce service dont on vient de parler. C'est clair qu'il n'y avait pas photo. Et quelle semaine, quelle performance pour Jack Draper, tombeur en demi-finale de Carlos Alcaraz, grand favori du tournoi puisque double tenant du titre à Indian Wells. Il a mis fin à sa série de 16 matchs gagnés consécutifs
consécutivement dans le désert californien. Un match, justement, je ne sais pas si tu l'as vu, contre Alcaraz, qui a été complètement décousu. Hein. Il gagne le premier set Draper 6-1, puis il perd le deuxième 6-0, et puis la victoire dans le troisième set 6-4. Ça a été une défaite assez douloureuse pour Alcaraz, qui a déclaré en conférence de presse: je suis très déçu de moi-même, je me suis senti mal dès l'échauffement et je n'ai pas réussi à me concentrer sur mon propre jeu, me préoccupant davantage de celui de mon adversaire. J'étais plus préoccupé par son niveau, son jeu, que par le mien. C'était un gros problème pour moi, car je pensais toujours à ses points faibles plutôt qu'à mes points forts. Attends, je voudrais juste rebondir sur ça, parce qu'il y a un vrai message derrière ça, pour les joueurs de compétition qui nous suivent. Je savais que tu aimerais bien cette citation. Mais oui, j'aime bien la citation, parce que c'est en lien avec la tactique et la stratégie. Donc, quand tu montes, tu dois avoir un plan. Si je vais jouer contre toi, par exemple, alors difficile parce qu'il n'y a pas de point faible. Donc on va imaginer que c'est ton revers, ton point faible, et je sais que je dois jouer dans ton revers. Mais à ce niveau-là, le point faible, c'est tout relatif quand même, tu vois. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il va jouer 3 fois la balle dans le point faible de Draper qu'il va gagner le point. Il faut que ce soit bien fait, beaucoup d'efficacité, etc. Mais quand la stratégie de savoir où tu dois rentrer prend le dessus, tu en oublies tes propres forces. Et donc, il est plus important de se focaliser sur ce qu'on sait faire de bien et ses points forts, avec un plan, bien sûr, mais d'avoir cette croyance absolue et fondamentale que je suis capable de le faire, que je suis meilleur que lui, même si, à un moment donné, j'ai le sentiment que je perds un peu le contrôle. Et lui, en fait, il s'est laissé absorber par l'énergie de l'autre. Tu vois, c'est ça qui s'est passé. Oh, mais il a commencé à regarder jouer l'autre. En fait, c'est ça qu'il a fait, Alcaraz. Il a commencé à regarder l'autre. Tu vois, plutôt que se soucier de son truc. Donc si tu regardes l'autre quand tu joues, à un moment donné, tu dis waouh, qu'est-ce qu'il est bon. Et j'arrive pas à trouver son point faible. Je sais que je dois jouer dans son coup droit, mais la balle revient. Et tu ne fais que regarder l'autre. Et donc, tu perds le fil. Donc tu dois vraiment te concentrer sur ce que toi tu sais faire. Toi, et le faire tes forces, tes compétences, bien sûr. Ton potentiel. Bon, il faudrait peut-être que tu ailles lui glisser un mot à l'oreille, Carlos. Bon, il est bien encadré, hein. J'ai confiance en ses coachs. Mais en fait, je me suis amusée à regarder un petit peu les défaites récentes d'Alcaraz depuis les JO de Paris et cette médaille d'or qui lui a glissé entre les mains face à Novak Djokovic. Il y a eu cette défaite face à Gaël Monfils à Cincinnati en 3-7, puis celle contre Botic van de Zandschulp au deuxième tour de l'US Open. Il s'est incliné contre Marac au Masters de Shanghai et contre Humbert à Paris-Bercy. Puis cette défaite face à Djokovic à l'Open d'Australie. Il y a eu aussi Lehečka à Doha en quart de finale, et ici cette demi-finale perdue face à Jack Draper. Quand tu regardes un petit peu cette fiche, certaines défaites sont plus étonnantes, mais plus fréquentes aussi qu'un Sinner par exemple. Comment tu analyses ce gros guillemets manque de stabilité de la part de l'Espagnol? On en a déjà un peu parlé. En fait, quand je vois Alcaraz, je me dis à chaque fois, il est capable de gagner tous les tournois. Et il est aussi capable de ne pas les gagner. Ce qu'on n'avait pas avec un Federer, avec un Nadal à Roland, avec même Andy Murray aussi, quand il y avait le Big Four, on savait que c'était un des 4, quoi. Et après, entre eux, ils allaient s'arranger. Mais Alcaraz, encore un très bon exemple ici, il peut avoir un énorme trou d'air dans le tournoi. Ouais. Peut-être pas. Et souvent. Et souvent, et c'est très bien de parler de Sinner parce qu'on en avait, lors de notre dernière discussion, comparé un tout petit peu les deux. Avec l'Australian Open. Avec l'Australian Open, tu te souviens, avec la solidité de Sinner, etc. Et Alcaraz qui fait des erreurs, comme il vient de le déclarer dans l'interview qu'il a donnée, là où Sinner ne le fait pas. Et donc, et c'est comme ça qu'un Draper peut gagner le tournoi aussi, et c'est comme ça qu'en fait, ça devient de plus en plus ouvert chez les hommes, et il y a probablement 10-15 gars qui peuvent prétendre à gagner chaque tournoi. Et je mets un petit bémol sur Sinner, qui pour moi est quand même au-dessus de tous les autres. Mais Alcaraz, il est battable. Et je pense aussi, si je compare de nouveau avec un Nadal, on savait que les gars qui jouaient Nadal, je pense qu'il y avait probablement 20% de mental où les gars se disent ok, c'est mort, quoi. Alcaraz, il n'y a personne qui se dit c'est mort. Parce qu'il a montré qu'effectivement, il avait quelques failles. Donc, s'il ne règle pas vite le problème, il sera friable chaque semaine et de plus en plus, parce qu'il va montrer de plus en plus aux autres qu'en fait, c'est tout à fait possible, quoi. Ouais. Et c'est quoi? C'est un manque de maturité?
un manque de QI tennistique que tu aimes bien Non, parce que c'est un génie, je trouve, tactiquement. Généralement. Il a une créativité et peut-être de temps en temps un peu trop. Tu vois, peut-être que de temps en temps, il pourrait être un tout petit peu plus rigoureux. Mais non, il a un génie, une créativité qui est magnifique. Je pense que c'est la maturité, probablement, et qu'il a besoin encore de quelques mois, de quelques années pour se stabiliser mentalement et émotionnellement. Je suis sûr qu'il n'est pas à maturité. Enfin, j'en suis convaincu, il la preuve encore ici, et il n'est pas encore à son meilleur niveau, Alcaraz. Ce qui n'est pas le cas d'un Sinner, par exemple, tu vois. Ouais. Donc après, sur le long terme, ça va être intéressant de voir un peu comment ça va se passer, mais il doit beaucoup progresser à ce niveau-là. Après, on arrive sur la saison sur terre battue, et là, je pense qu'il va plus mettre tout le monde d'accord, non ? Peut-être. Et les autres ne sont pas complètement manches non plus sur terre. Non. Mais peut-être. Ouais. Et pour revenir sur le finaliste à Indian Wells, Phil Holger Rune, c'était sa première finale depuis janvier 2024 et cette finale perdue à Brisbane contre Dimitrov, c'est une 3e défaite en finale d'un Masters 1000 depuis son titre à Paris-Bercy en 2022. Il n'était pourtant qu'à une petite victoire de revenir dans les 10 premiers joueurs du monde. Là, il perd une place, il est 13e. Il avait été pourtant très efficace, Holger Rune, très juste contre Daniil Medvedev. Mais là, en finale, il était impuissant. Tu l'as vu comme il a été intelligent tactiquement face à Medvedev, Holger Rune. Mais qu'est-ce qu'il a fait tactiquement ? Explique-nous un peu. Mais il a ralenti. J'ai l'impression qu'il ralentissait pour pousser Medvedev à commettre l'erreur et lui ne pas la commettre avant lui. Mais je ne sais pas si j'ai bien analysé la chose. Oui, c'était une belle stratégie de la part de Rune, mais on avait aussi, parce qu'on discute de plein de choses, et d'ailleurs dans le podcast avec Jean-René Lisnard, et finalement ça s'est de nouveau montré ici, il fait demi, comme Jean-René disait très bien, il fera toujours demi ou quart ou finale. Après, il n'arrive plus à gagner là, parce qu'il y a toujours quelqu'un à un moment donné qui arrive à trouver la faille. Et cette stratégie-là est très intéressante. Et effectivement, Medvedev, c'est un contreur. Donc il est très loin, il adore défendre, il tire des passings, il fait travailler l'autre. Mais quand c'est lui qui doit commencer à faire le jeu, c'est pas trop son truc. Et donc Rune qui choisit de le faire jouer en disant « Allez, vas-y, viens maintenant. Montre-moi ce que... » ça le bloque un tout petit peu, ça le coince. Et donc c'était très bien vu de sa part et je pense qu'on ne s'est pas trompé en disant que peut-être que Medvedev doit vraiment faire évoluer son jeu pour être capable d'avoir un plan B, peut-être un plan C, pour pouvoir à un moment donné trouver des réponses quand quelqu'un fait des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir, pour pas qu'il subisse le match et qu'il arrive à renverser la situation. Oui, parce que même en quart de finale contre Arthur Fils, il a failli passer à la trappe parce que Fils s'est montré extrêmement offensif et il faisait service volé tout le temps. Tout le temps, évidemment, parce qu'on sait qu'il est très très loin. Donc, et c'était aussi dans la discussion qu'on a eue avec Jean-René, il faut aller écouter ce podcast, il faut se faire membre. Oui. Il faut se faire membre. À fond, il était top ce podcast. Parce que Medvedev refuse de retourner de près. Donc, ça c'est fou. Oui. Toujours tellement loin de cette ligne. Et donc tu te dis, si tu as service volleyeur, oui. Donc son niveau moyen est tellement élevé, il est tellement compétiteur qu'il faut un certain niveau tennistique pour pouvoir le battre. Mais tous ceux qui ont la capacité d'avoir ce niveau et qui sont capables de s'adapter tactiquement le battront à chaque fois. Oui, et Holger Rune l'a bien fait. Tu as vu, entre parenthèses, que c'est vraiment un joueur, c'était très très limite. Hein. Tu as vu quand il a essayé de l'allumer, là, t'as pas vu ça à un moment donné ? Medvedev tente une amortie, elle est un peu trop longue et l'eau arrive et plein pot, mais il le frappe mais à 300 à l'heure dans le ventre. Medvedev, il fait une volée un peu réflexe comme ça pour essayer de s'en sortir, mais il n'était pas content. Hein. Et puis après, tu vois, et puis l'autre il retourne en rigolant, Rune. Ouais, non, vraiment limite. Un rotoquette. Ouais, je partage. Ça m'a l'air d'être un rotoquette, ce Holger Rune. Et alors, il est coaché. Pas sûr qu'en France, on comprenne le rotoquette. Non, excusez-nous, auditeurs français, mais c'est pour ça qu'ils nous aiment bien. Ils aiment bien qu'on parle un peu belge. Il est coaché par Lars Christensen. Qui est revenu, C'était lui qui s'était occupé de lui dans ses jeunes années, junior. Ouais. Et puis, il a été chassé un peu par Mouratoglou. Et puis, lui est parti avec... Il est avec sa maman aussi, Rune. Oui, toujours avec sa maman. Mais sa maman, c'est la compagne, quoi. C'est sa maman, c'est pas son coach. Donc après, il est parti avec Clara Towson. Je pense qu'il a fait quelques mois pour ensuite revenir à ses premiers amours. Et il s'en sort très très bien. Je pense que c'est vraiment lui qui est vraiment capable de faire le travail parce qu'il est tellement difficile à coacher, Rune. C'est un garçon qui est tellement compliqué qu'il faut un gars qui le connaisse depuis tout petit.
Parce qu'il respecte peu de coachs, pas beaucoup les gens, donc c'est très difficile à coacher. Tu l'as déjà vu à l'œuvre ? Plutôt une fois, oui. Et c'est dur, quoi. Ah oui, carrément. Mais quel joueur, hein. Enfin, le joueur est fantastique, mais je trouve la personnalité, l'état d'esprit, c'est pas ma tasse de thé. Mais ça ne regarde que moi, évidemment. Moi, il m'a ému dans son discours. Ah oui ? Parce qu'il a craqué un petit peu au moment de saluer sa famille qui était loin et il n'a pas réussi à retenir ses larmes, et donc on espère qu'il ne se passe rien du côté de son clan. On sait que sa maman l'accompagnait partout, là sa maman n'était pas là, donc espérons qu'il n'y ait rien de grave ou de problème de santé ou quoi, mais il était fort ému au moment d'évoquer son clan au Danemark. Alors dans les surprises de la semaine chez les hommes, on épinglera bien sûr la défaite de Novak Djokovic, 6-2, 3-6, 6-1 face à Botic van de Zandschulp. J'ai regardé une partie de ce match, mais je crois que Djokovic a joué le pire niveau, le plus horrible match de sa vie. C'était vraiment, il n'était pas dans un bon jour. Et c'est vrai que sur ce match du premier tour, certaines stats sont hallucinantes. À un moment donné, le Néerlandais avait gagné 16 points sur 17. Novak Djokovic a expliqué que c'était compliqué pour lui ces derniers temps, qu'il n'était pas vraiment fan des cours, qui étaient très lents. C'est la première fois qu'il perd 3 matchs de suite en 7 ans. Maigre consolation pour le Serbe, il a pris 2 places au nouveau classement mondial et remonte à la 5e place. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la douce disparition du grand Novak Djokovic ? Toi, tu maintiens que non ? Je maintiens que oui. Ah. Non, mais bien sûr, je le dis depuis 1 an, moi, déjà. Mais qu'il était encore capable de gagner 1 ou 2 grands chelems, hein, tu disais. Non, oui, mais alors, pas Roland, je pense pas. Peut-être Wimbledon. Novak, il a 37 ans, et c'est normal qu'il ait quand même des grosses défaillances comme ça sur des compétitions. Par rapport au Grand Chelem, il reste toujours en Grand Chelem un potentiel gagnant parce qu'il y a l'expérience et parce qu'on sait qu'en 5-7 et parce qu'on sait qu'en Grand Chelem, il se transforme physiquement et mentalement. Ouais. Donc, sur un Wimbledon cette année-ci, ouais, peut-être, pourquoi pas faire encore le dernier chant du cygne. Mais face à ces jeunes là, ça ne me surprend pas de le voir de temps en temps chuter, quoi. Ouais. Et c'est bien normal, tu vois. Il est quand même On n'a pas l'habitude. Mais non, mais on n'a pas l'habitude, mais l'âge est là, tu vois. Et donc, à un moment donné, même si son esprit ne veut pas, son corps va quand même, à un moment donné, un tout petit peu le lâcher, tu vois. Et Novak, si physiquement, il n'est pas à 200%, son jeu ne prend pas. Puisqu'il ne fait pas beaucoup de points gagnants, parce qu'il ne sert pas de façon incroyable. Donc, il n'a pas de points gratuits, Novak Djokovic. Sur une surface qui est super lente, où d'habitude, il aime asphyxier le gars, le faire. Il faut quand même un peu de vitesse pour que le gars joue un peu plus court ou que le gars rate un peu. Mais si c'est trop lent, les autres ont le temps de s'organiser et son jeu ne prend pas, tu vois. Prend moins, quoi. Et Van de Zandschulp, c'est devenu le coupeur de tête du circuit, vainqueur de Nadal, d'Alcaraz et de Djokovic en quelques mois. J'entendais dans une interview dans The Tennis Podcast Paul Arroys, le coach de Coupe Davis de la Hollande, qui disait qu'il était un joueur bien meilleur en tant que underdog, que ce sont ces matchs-là face aux meilleurs qui transcendaient son jeu, que sur d'autres matchs il se mettait beaucoup trop de pression et devenait incapable parfois de gérer les choses. Mais ça, c'est le cas de tout le monde, de mieux jouer contre les meilleurs. Oui, évidemment. Qui ne le ferait pas. Il s'est pas mal remis en question, pourtant Botic van de Zandschulp, à l'époque de Roland Garros, il pensait même arrêter sa carrière. Oui. Mais parce qu'il est aussi, c'est un garçon qui souffre un peu en dehors du terrain aussi, qui a certaines fragilités émotionnelles. Et donc, ce qui explique aussi un peu ses résultats en dents de scie, mais c'est un joueur fantastique. Il ne montre pas beaucoup d'émotions sur le court, ça c'est sûr. Et le tennis néerlandais est en bonne santé avec cette performance aussi à souligner de Talon Griekspoor, l'ex-joueur de Christophe Vliegen, notre ami. Qui retrouve des couleurs. Ouais, Griekspoor a gagné contre Zverev, tête de série numéro 1 du tournoi à Indian Wells, et qui aurait pu atteindre la place de numéro 1 mondial, mais le néerlandais l'a éliminé au tie-break du 3e set après un match dingue, 4-6, 7-6, 7-6. Tu te souviens de ce match à Roland Garros où Griekspoor fabuleux, où il est devant tout le temps. Ouais, il mène 4-1 double break dans le 5e set et il finit par perdre. Oui, dans le tie-break aussi, il a des occasions de mémoire. Oui. Ben là, bravo, belle revanche. Belle revanche. Et Zverev, ça fait depuis l'Australian Open et cette défaite en finale face à Sinner qu'on a longuement commenté dans notre dernier podcast de l'Australian Open, qu'il est plus du tout dedans. J'ai vu certains de ces matchs, là je le trouve
je sais pas, hors timing, il est moins efficace au service. Zverev, oui, il va falloir peut-être que la Terre... J'espère qu'il ne va pas nous faire un peu à l'image de Hans Jaber, tu vois, qui a échoué après sa 3e finale aussi en Grand Chelem à Wimbledon, où on a peut-être un peu sous-estimé l'impact de cette défaite. Oui. Et j'espère pour Zverev qu'on n'est pas un peu dans la même configuration, tu vois. Parce que lui, il n'y a plus que ça qui va l'intéresser. Je veux dire, gagner Indian Wells, c'est bien, mais bon, ça ne va pas le faire rêver non plus. Oui, il veut son Grand Chelem, quoi. Il veut, exactement. Parce qu'arriver à ce stade-là et ce niveau-là, tu n'as le respect des autres que si tu vas gagner un Grand Chelem. Et à l'image d'une Madison Keys aussi, qui à l'époque s'était dit « je ne serai une bonne joueuse de tennis que si je gagne un Grand Chelem ». C'est sûr que Zverev, il a les mêmes types de pensées. Oui, et le grand gagnant dans l'histoire de cette défaite précoce de Zverev, eh bien, c'est Sinner, parce que Zverev, comme Alcaraz, ont loupé l'occasion de venir mettre un peu la pression sur la place de numéro 1 mondial. Ils n'en ont pas profité. Sinner conserve d'ailleurs près de 3000 points d'avance sur Zverev au classement, ce qui est énorme. Alors encore un petit point pour terminer la page, messieurs, pour dire qu'Arthur Fils a annoncé la fin de sa collaboration avec Sébastien Grosjean dimanche. Il est le nouveau numéro 1 français, Arthur Fils. Bon, il a quitté Indian Wells sans doute très frustré après cette défaite 7-6, je le disais tout à l'heure, au troisième en quart de finale face à Medvedev. Mais il décroche ce lundi le meilleur classement de sa carrière, 18e mondial. Il passe devant Hugo Humbert, éliminé par Holger Rune au 2e tour. Humbert redescend à la 20e place, lui qui était 14e il y a 4 semaines. Et puis, sacrée performance de Yosuke Watanuki, qui a, après avoir battu Bublik et profité de l'abandon de Thomas Marach, a aussi éliminé Frances Tiafoe. Il est devenu le premier à se qualifier pour les 8e de finale à Indian Wells en tant que joueur classé au-delà de la 300e place mondiale. Ce jeune japonais de 23 ans est coaché par Wayne Ferreira. On va passer chez les dames, mais comme on a beaucoup parlé des dames déjà avec Jean-René, ce sera un petit peu plus court, Phil. Mais pouvait-on être dans un meilleur timing que celui-là pour sortir notre podcast avec Jean-René Lisnard? Il a formé Mira Andreeva de ses 14 à ses 16 ans. Elle a 17 ans aujourd'hui et elle s'est extirpée hier très intelligemment d'une finale mal embarquée durant laquelle elle avait perdu le premier set à sens unique contre Aryna Sabalenka. Mais dès le début du deuxième, elle a réagi en s'offrant des balles de break sur le premier jeu. Puis elle a breaké un peu plus tard et elle a trouvé les ficelles pour faire déjouer son adversaire. Il le disait, Jean-René Lisnard, elle sera pour lui numéro 1 mondial un jour. Mais là, elle a quand même frappé un gros coup. Oui, en faisant bien sûr gagner ici, mais de le faire deux fois de suite, 2 semaines de suite, en battant 2 fois Iga Swiatek. Non, c'est terriblement impressionnant. J'ai vraiment peu de mots pour définir l'exploit du haut de ses 17 ans, d'arriver à remettre le couvert. Moi, c'est vraiment ça qui m'impressionne, le fait de faire une belle semaine et de gagner à Dubaï, c'est super. Mais très vite, elle s'est remobilisée, elle s'est reconcentrée et elle le refait la semaine d'après, enfin 10 jours après. Et ça, je trouve que c'est vraiment une performance dingue. Et elle est devenue par la même occasion la 3e joueuse à battre les numéros 1 et 2 mondiales au cours d'un même tournoi, après Steffi Graf et Serena Williams. C'est pareil, hein. Andreeva qui a remporté son premier WTA 1000, tu le disais, il y a 2 semaines à Dubaï. Elle est aussi la 3e plus jeune joueuse à remporter Indian Wells après Martina Hingis et Serena Williams. C'est une info du compte X de Jeux 7 et Maths. Et je suis sûre que tu as adoré son discours de fin. Ah oui, c'était génial. C'était génial. C'est la 2e fois qu'elle le fait. Hein. Oui. Donc je rappelle, je voudrais me remercier moi-même car j'ai joué un petit rôle dans ma victoire aussi. Voilà ce qu'elle a déclaré. Je suis fière de toujours croire en moi. C'est vraiment une super attitude. Et à 17 ans de sortir ça. C'est magnifique. Et ça met aussi, je trouve, un tout petit peu en perspective les discours de certains coachs qui ont un peu tendance à prendre trop de place et à se mettre un peu au centre du projet et peut-être à penser que c'est grâce à eux, mais en fait, j'aime cette phrase, et je l'ai déjà dit, il n'y a pas de bon coach sans bon joueur. Oui. Et elle a évidemment le droit et l'obligation de se remercier parce que c'est grâce à elle, à son courage, à sa détermination et tout ce que tu peux mettre derrière. C'est grâce à tout ça qu'elle arrive à faire ces résultats-là et c'est pas du tout arrogant, c'est pas prétentieux. Je trouve que c'est drôle, bien sûr, mais c'est aussi très très juste.
Et je pense qu'il y aurait beaucoup plus de joueurs qui auraient une meilleure estime d'eux-mêmes et une plus grande confiance en eux s'ils avaient la force de se dire « Allez, j'ai fait du bon boulot !» Oui, mais ils n'osent pas souvent. Je pense qu'ils se le disent intérieurement, mais ils n'osent pas. Mais tu penses? Ouais. Enfin, tu te dis souvent quand tu fais du mauvais travail ou quand tu n'arrives pas à accomplir les choses. Là, tu dis mais ici, par rapport à son estime d'elle et sa confiance en elle, je trouve que c'est fabuleux. Mais plus que ça, c'est juste. Tu vois, c'est juste. En fait, elle a raison. Ouais. Il faut se remercier quand on travaille bien. Tu te remercies par rapport à tes podcasts, Christelle? Tu travailles tellement bien. Non. Et tu devrais. C'est un travail fantastique que tu fais. C'est gentil, non? C'est la reconnaissance des autres qui font que tu penses que tu fais du bon boulot. Et c'est au tennis, c'est pareil, c'est la reconnaissance des gens qui te regardent. C'est pas sur les facteurs externes que tu dois pouvoir évaluer tes compétences, tu vois. Oui. Alors le résultat fait que les gens vont s'intéresser à toi et c'est le résultat, mais c'est tout le processus pour arriver au résultat. Et c'est de ça qu'elle parle. Elle dit « Je me remercie parce que je me suis toujours accroché, je ne me suis pas découragé et aujourd'hui j'ai des résultats. » Mais en fait, c'est dans l'adversité qu'elle ne se décourage pas. Oui. Hein? Oui. Et du haut de ses 17 ans, elle le dit, il y avait un discours de Snoop Dogg, tu vois, le rappeur aussi. Peut-être qu'elle a été inspirée par le discours de Snoop Dogg, mais il le dit un peu il reçoit un trophée un peu à la botte. Il dit un peu comme ça aussi. Oui, il le dit comme ça. Ouais. C'est génial. Ouais, je rappelle qu'elle est coachée par Conchita Martinez, Mira Andreeva. Conchita Martinez. Oui, merci de rectifier. Je t'en prie. Elle a fait beaucoup rire Sabalenka d'ailleurs sur scène, Mira Andreeva. Et Sabalenka qui entame ce lundi sa 30e semaine en tant que numéro 1 mondial. Elle devient la 16e joueuse de l'histoire à passer 30 semaines en tête du classement et la 2e joueuse née après 1998 à atteindre ce cap après Iga Swiatek qui, elle, cumule 125 semaines en tête du classement mondial. Notons qu'en 8e de finale, Andreeva a donné une leçon de tennis à Rybakina. 6-1, 6-2, match où la Kazakh a commis plus de 30 fautes directes. Et en demi-finale, Andreeva s'est offert le scalp, tu l'as dit, d'Iga Swiatek pour la 2e fois en 3 semaines, alors que la Polonaise avait découpé tout le monde dans le tournoi. 6-2, 6-0 face à Garcia, 6-0, 6-2 face à Yastremska, 6-1, 6-1 face à Mukova, 6-3, 6-3 face à Zheng, qui n'a d'ailleurs réussi à la battre qu'une fois en 8 confrontations. Et puis, bam, Andreeva la sort. Oui, tu as vu les images avec le ramasseur de balles, là, c'était pas beau ça. Hein. Oui, mais elle s'est excusée. Elle a écrit un énorme texte, je ne sais pas si tu as vu hier, sur les réseaux sociaux pour expliquer l'état d'esprit dans lequel elle était. Elle disait qu'on lui reprochait parfois d'être un peu un robot sur un terrain et que dès qu'elle montrait maintenant ses émotions, on lui reprochait de montrer ses émotions. Un petit mot encore, Phil, je voudrais t'entendre par rapport à Coco Gauff, qui n'a pas vraiment bien joué à Indian Wells. Elle a été éliminée en 8e de finale par Belinda Bencic. Depuis son quart de finale perdu à l'Open d'Australie contre Paola Badoza, l'américaine de 21 ans a multiplié les contre-performances au Moyen-Orient avec ses défaites à Doha contre Kostyuk, puis à Dubaï contre McCartney-Kessler. Ici, dans son match du premier tour face à Ushijima, elle a commis 21 doubles fautes, 74 fautes directes. C'est fou quand même. Pourtant, elle avait retrouvé une certaine constance au Master, après avoir remporté le Masters. Oui, je pensais à ça, effectivement. Et quand elle gagne le Masters l'année passée, je me dis, waouh, ça pourrait bien définitivement la lancer, la catapulter pour aller peut-être chercher 1 ou 2 titres en Grand Chelem. Alors, il y en a encore 3 qui arrivent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Oui. Mais je suis surpris aussi de cette baisse de régime. Alors, tu te souviens, je l'avais vu en Chine travailler son service à l'entraînement, changer un peu sa prise. Oui. Hein, on en avait parlé. Mais ça avait été efficace. Et je m'étais dit, waouh, c'est super courageux de le faire comme ça en compétition, etc. Et il semblait à l'époque que ça avait fonctionné. Et puis soudainement, il doit y avoir un petit caillou dans la chaussure qui fait que maintenant, elle doute, c'est certain, et qu'elle en fait probablement une fixation. Et de là aussi découlent toutes ces fautes directes. On sait qu'en coup droit, elle peut avoir difficile, mais c'est sûr que le service qui est le coup le plus important, enfin je dirais même chez les filles, c'est peut-être même le retour de service le plus important, parce qu'on sait que les filles ne servent pas très très bien, mais quand bien même le point commence par un service, et que quand ça coince là, surtout pour elle, bon voilà, ça semble poser des problèmes. Et
Ouais, c'est un tout petit peu inquiétant pour la suite des opérations quand on voit comme les autres jouent bien. Oui. C'est en tous les cas effectivement une surprise par rapport à moi, surtout par rapport à sa fin d'année qui avait été très très bonne. Et voilà, mais aussi pour terminer, c'est un jeu très compliqué, le tennis on le sait, on le voit, il y a beaucoup de up and down quand même, certains qui viennent, d'autres qui redescendent, puis qui reviennent, etc. Rares sont ceux qui sont capables de se stabiliser au fil des années, de garder le niveau tout le temps. Il y en a quand même très très peu. Coco Gauff, elle reste jeune aussi, malgré toute son expérience, et je pense quand même aussi un peu de fatigue et d'usure, parce qu'elle est là depuis très 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 longtemps. Depuis qu'elle a 16 ans déjà. Depuis qu'elle a 16 ans. Oui, c'est ça, 15-16 ans, et elle est performante depuis cet âge-là. Donc il y a peut-être un peu d'usure aussi. On va voir, ça va être intéressant. J'espère qu'elle va trouver les solutions. Mais moi j'avais une question technique par rapport à ça, par rapport à ce que toi t'expliquais. C'est que dans son coup droit, on avait dit que c'était surtout quand ça venait fort et vite qu'il avait un petit problème à la préparation. Mais ici, Indian Wells, on a parlé énormément de la surface lente, des cours. Donc c'est un peu paradoxal parce qu'elle devrait avoir plus facile. Elle devrait avoir plus de temps, exactement. Et donc, voilà, c'est là où c'est encore plus étonnant. Mais alors je ne sais pas, c'est mon interprétation. Peut-être je suis complètement à côté de la plaque. Mais si tu me dis, tiens, ce qui pourrait se passer, c'est le service qui est si tu veux, le point de départ d'un moment de ce manque de confiance, quoi, tu vois, de cette crispation. Et quand tu commences ton jeu de service et que tu sais que tu peux mettre 2 doubles fautes à chaque jeu, après tu la mets dedans, t'es presque rassuré de la mettre, mais t'es pas prêt à jouer la balle qui suit, tu vois. Si tu sers pas le service, il faut toujours l'associer avec la frappe qui suit. C'est service plus 1. Enfin, moi, personnellement, quand j'entraîne, je ne dissocie jamais les deux. Parce que tout le monde retourne à haut niveau, tu vois. Donc, c'est rien d'exceptionnel de bien servir. Ce qu'il faut faire, c'est la stat de Draper de tout à l'heure qui était très intéressante. Je ne l'ai pas souligné, mais il a fait diser ça. Bon, ok, pas grave. 91%. 91% de points gagnés après sa première balle de service. Ça, c'est une vraie statistique, quoi. Donc, ça veut dire que quand il sait qu'il sert, elle est dedans. Il gagne le point. Ici, notre ami Coco Gauff, elle probablement pris pour la mettre dedans. Donc derrière, t'es pas prêt à jouer, quoi. Mais comme je vois exactement la sensation, le sentiment. Évidemment, enfin, j'imagine. À un autre niveau, mais c'est ça qui est beau, le tennis, c'est que tu joues Indian Wells en quart ou tu vas jouer ton match d'interclub. Je veux dire, on souffre de la même façon, on a le même ressenti. Quand tu as une balle de break, que tu sois Christelle Joiris ou Coco Gauff, vous faites une balle de break. C'est la même, il y a le même challenge, quoi. C'est ça qui est magnifique dans le tennis. C'est super intéressant pour que les gens comprennent à quel point une Coco Gauff peut aussi se trouver complètement sur un match aussi important que celui-là. Que Alcaraz peut, plein de compétiteurs, ça va leur parler, de dire combien de fois je regarde l'adversaire au lieu de me concentrer. Ça arrive à tout le monde, tout le temps. Et finalement, Coco Gauff a donc été sortie par Belinda Bencic en 8e de finale. Le bilan de la Suissesse en 2025 est assez éloquent. Et elle, absolument. 16 victoires, 4 défaites. Vainqueur du tournoi d'Abu Dhabi, Bencic là gagne 13 places après Indian Wells et remonte à la 45e place, soit un retour dans le top 50 pour la première fois depuis qu'elle est devenue maman. Est-ce que tu as l'impression qu'elle est revenue différente, Belinda Bencic, qui a été, je le rappelle, 4e mondiale, mais depuis sa grossesse, un peu comme on a pu voir Svitolina, sûrement. Qui est revenue plus forte, plus agressive. Sûrement. Belinda Bencic, c'est vraiment une très chouette fille. Moi, j'aime beaucoup cette fille. J'ai eu l'occasion de beaucoup la voir quand on était à Bratislava avec Kasatkina, parce que pendant 2 ans, ils partageaient le même préparateur physique, se sont beaucoup entraînés ensemble. Vraiment une super chouette gamine. Et elle a un niveau hallucinant depuis qu'elle a 16-17 ans, Belinda Bencic. Elle était 4 mondiales à 18 ans, donc il y a 10 ans, elle était déjà là. Après, c'est une fille qui a eu des moments très compliqués, coachée par le papa, relation un peu toxique, très 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 compliquée. Pas pour des raisons tennistiques, pour des raisons diverses et variées, malheureusement hors cadre tennistique. Donc elle ne revient pas différente tennistiquement, elle a un génie pour le jeu qui est là, c'est certain. Et si elle n'a pas réussi à finalement trouver cette constance et cette régularité, c'est pour des raisons autres que tennistiques. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle est maman. Et à partir de ce moment-là, bien la vie change, on relativise, on voit les choses différemment et elle recontextualise le tennis à sa juste place. C'est qu'un match de tennis et il n'y a rien qui est plus important que mes enfants et ma famille. Et donc, grâce à ça,
ben c'est sûr qu'elle est différente. Parce que là où elle se mettait beaucoup d'angoisse, où elle pensait que sa vie, c'était le tennis, en fait, aujourd'hui, elle se rend compte que que le tennis fait partie de sa vie, mais que ce n'est pas sa vie. Je pense aussi simple que ça. Elle l'a déclaré d'ailleurs, quand elle a gagné un tournoi récemment, elle a dit peu importe si je perds, parce que j'ai déjà tout gagné. Eh bien, c'est exactement ça. Ouais. Et donc, quand tu peux monter sur le terrain en disant quoi qu'il arrive, c'est que du bonus, tu imagines la pression que tu t'enlèves. Tu rajoutes à ça ses qualités physiques et tennistiques, elle perd plus un match. Et elle revient Conclusion, faites des enfants. Faites des enfants, mesdames. Allez. Et la WTA maintenant, en plus, ça c'est un autre débat qu'on ne va pas aborder ici, mais l'Arabie Saoudite va financer, tu as lu ça, va donner un gros paquet d'argent pour que les femmes du circuit puissent être rémunérées tout en étant en congé de maternité. Donc voilà, il faudra débattre de ce sujet vaste la prochaine fois. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Je suis convaincu qu'ils sont en train de nous préparer un 5e grand chelem. Et que tout doucement ils glissent, ils placent leurs cartes et que ça va arriver quoi. Et que les instances du tennis vont dire non, mais ils vont mettre tellement d'argent. Le Masters est déjà là-bas, Riyad. Regarde ce qui se passe avec le golf, ils ont développé un circuit parallèle où ils ont acheté, ça arrive. Évidemment, c'est quoi les Masters de la Next Gen? Les filles Masters sont déjà là-bas. Et oui, effectivement, il va falloir se préparer, ou un 5e, ou bien peut-être éradiquer un 4e ici. Non, ça n'arrivera jamais, je pense. Non, c'est trop puissant, c'est trop fort. Non, parce que là, ils toucheraient à l'histoire du jeu, mais ils vont continuer, ils vont créer des trucs. Ils vont l'appeler je sais pas comment, ils vont mettre 10 millions aux vainqueurs, et puis tout le monde va aller. Je sais pas, 250 000 au premier tour. Et tu parlais tout à l'heure de pression qui n'était plus sur les épaules de Belinda Bencic depuis qu'elle était maman. Il y a aussi la superbe série de Madison Keys qui a pris fin. Elle a remporté 16 matchs consécutifs avant d'être étriée 0-6-1 en demi-finale par une Sabalenka qui a pris sa revanche avec la manière par rapport à sa finale perdue à l'Open d'Australie. Là, pour une revanche, c'est une solide revanche. 6-0-6-1 à Madison Keys aux États-Unis. Oui, enfin, j'ai envie de dire un petit moment de moins bien pour Madison Keys après ce début d'année fantastique. Ouais, et il n'a pas beaucoup joué parce qu'elle a été un peu blessée après l'Australian Open. Donc voilà, 16 victoires consécutives. Et maintenant, est-ce qu'elle joue bien sur terre battue, Madison Keys aussi? Oui, Madison Keys en 2018, elle fait demi-finale à Roland contre Sloane Stephens qui gagne le tournoi. Et l'année d'après, elle fait encore quart, où elle perd contre Ashley Barty, donc elle est tout à fait capable de très très bien jouer sur terre. Oui. Je n'avais pas ce souvenir-là, de Madison Keys. C'est pour ça que je suis là à côté de toi, pour être ton phare. Que ferais-je sans ta lumière, Phil? Merci beaucoup pour ce débat qui fut fort passionnant et pour ton humour toujours irrésistible qui plaît beaucoup à nos auditeurs. Visiblement, moi je fais moins rire que toi. Mais aujourd'hui, je crois que tu vas faire rire. Aujourd'hui, tu as été très très bonne. Oui. Tu vas voir les remarques. Faites des remarques et dites que Christelle est drôle, s'il vous plaît. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été à l'écoute de Je C'était Podcast et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ce sera en tout cas avec Phil après Miami puisque le Double Sunshine s'enchaîne et ça va être encore passionnant à suivre. Merci à vous, à très bientôt.